16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires en attendant son jour de gloire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et pour lui, Clémentine, le jour de gloire est arrivé. Vous nous racontez Rouget de Lille et son célèbre tube. Oui, mais alors non, oubliez de qui il s'agit, oubliez ce qu'il a écrit. Nous sommes avant l'écriture de la Marseillaise. Ça se passe donc à la fin du 18e et notre homme écrit des romances. Et comme il n'a pas beaucoup d'imagination, à chaque fois qu'il écrit une chanson, il lui donne pour titre l'anecdote qui a vu naître la chanson. Alors dans son répertoire, on trouve par exemple une chanson qui est intitulée « Ah Madame Plat », qui la première fois qu'elle chanta prit une voix fausse, grêle et tremblotante, absolument semblable à celle d'une vieille. C'est pratique pour dire, dis donc Stéphane, tu me chantes à Madame Plat qui la première fois qu'elle chante après une voix fausse, grêle et tremblante, absolument semblable à celle d'une vieille. Bon, alors déjà on sent qu'il n'est pas très doué pour les titres. Alors il y en a une autre, A.N., dans le jardin de laquelle j'ai été forcé à passer la nuit. Pas mal comme titre de chanson. Ou encore A.D., en lui envoyant quelques bouteilles de vin blanc, sympa aussi. Et puis, il y a cette bluette charmante. À Madame de L, qui faisait une quête pour payer la nourrice d'un enfant dont la mère était morte en couche et dont le père était aveugle. Voilà, ça c'est une chanson de Rouget de Lille. Mais ça ne dit pas à quoi ressemblaient les chansons. Alors, non, parce qu'il n'y a pas la musique. Je ne connais pas la musique, non, de ça. Oh, bon, écoutez, oui, j'essaierai à la fin de l'émission. Bon, décidément, alors, il n'a pas tellement de talent pour les paroles et les titres, alors il s'essaie au théâtre, puisque en chanson, c'est pas ça. Il propose à l'Opéra Comique à Paris un opéra féerie appelé Almanzor et Féline, refusé. Puis, L'aurore d'un beau jour ou Henri de Navarre, refusé. En désespoir de cause, il présente une troisième pièce, Créqui et Clémentine. Ah, voilà un titre plein de promesses. Ou Bayard en Bresse, qui est enfin accepté. Hélas, annoncé pour une série de 12 représentations le 21 février 1791, l'œuvre est un véritable four et n'aura droit qu'à cette unique représentation. Les critiques font d'ailleurs observer que les airs chantés ne sont pas du tout à la hauteur de Bayard, qui ne semble absolument pas à sa place au milieu des ritournelles. Est-ce qu'on met Bayard, oui, en chantant des petites chansons cucu? Non, mais alors c'est là, ça marche pas trop pour lui. Bon, et c'est là qu'il se souvient soudainement qu'il est lieutenant. Alors il revient en Franche-Comté, le lieu de son affectation officielle, et il ne renonce pas à ses aspirations profondes d'artiste, et s'est paré de son hypothétique gloire parisienne. C'est pour ça qu'il est reçu chez Dietrich à Strasbourg, parce qu'il vient de Paris, il a cette espèce d'estampille. Ah, c'est un auteur-compositeur qui vient de la capitale, alors bien sûr, alors qu'il n'avait rien fait, mais on lui fait tapis rouge, parce que Dietrich chez lui réunit la fine fleur du monde politique et artistique de l'Est de la France. Dietrich en plus est très bon chanteur, donc il va prêter sa voix aux compositions de ce jeune homme, et lui accompagne au violon, et la femme de Dietrich, qui est très bonne musicienne, est au clavecin. Donc on occupe les soirées comme ça. Et dans la nuit qui suit la déclaration de guerre à l'Autriche, ce compositeur un peu éméché, donc notre Rouget de Lille, qui est l'esprit encore plein des belles paroles prononcées par son hôte et par les invités toute la soirée, compose un chant de guerre à l'armée du Rhin, parce qu'il a la tête farcie de belles paroles. Allons enfants, la patrie, marchons, bon, etc. Ça se trouve, c'est pas de lui, il l'a entendu dans la soirée. Et cette fois, mais bien sûr, il a entendu les paroles dans la soirée en tout cas. Donc cette fois, il tient un tube, et c'est dans la nuit, et un peu bourré quand même, qu'il compose la Marseillaise. Elle va se répandre avec la rapidité de l'éclair. Dans Strasbourg, chaque salon, chaque tripot affirme être le lieu où a été chanté pour la première fois le fameux hymne. La salle dite du Miroir, le café La Lanterne, puis le théâtre de Strasbourg lui-même revendique la primeur de l'événement. Le seul témoignage officiel nous est donné par une publication du journal L'Intermédiaire près d'un siècle après l'épisode. C'est le dimanche qui suivit la déclaration de guerre, le 29 avril, que la garde nationale rassemblée sur la place d'armes de Strasbourg fit entendre le chant de guerre de l'armée du Rhin devant le bataillon de Saône-et-Loire. La troupe défila pendant que pour la première fois la musique jouait l'hymne. En marchant aux accents inconnus de cette musique, les soldats se sont sentis
partit animé d'une ardeur subite et inaccoutumée. « Qu'est-ce donc que ce diable d'air ?» disait-il. « Il a de la moustache. » Je trouve ça très marrant, ça. Il a de la moustache. C'est vraiment cette musique est très virile. Il a de la moustache. Ça passerait pas entre les fourches codines de MeToo. Ça dit rien du tout. Alors, Rouget de Lille, bon, puisque vous l'avez dit depuis le début, c'était lui. Vous avez complètement défloré mon sujet. Parce que alors, là, jusqu'à ce moment de la chronique, jusqu'à 4 minutes 53, on devait avoir un suspense. Exactement, vous ne deviez pas le savoir. Bon, mais alors, avec l'aide de Madame de Dietrich, il multiplie les copies de son œuvre, parce que là, elle lui dit, Coco, tu tiens un truc, bien sûr. Et alors, il les envoie tous azimuts, et il a l'idée de dédier son hymne au général Luckner, qui est le commandant en chef de l'armée du Rhin. Et fort de cet élan inattendu donné à sa carrière, il se remet à la composition de pièces en vers. Et quelques jours après l'exécution de son œuvre à Strasbourg, il écrit ce poème. Écoutez ça. Mauvaise tête, le cœur honnête, c'est mon avoir. Amour extrême aux bonnes gens, guerre aux méchants, c'est mon système. Ah, c'est beau, non? C'est Rouget de Lille. Bon, alors, voilà. C'est ça le problème, si vous voulez, c'est qu'ayant touché miraculeusement au sublime dans les vapeurs de l'ivresse et de cette déclaration de guerre patriotique, il a ressombré un peu dans ses niaiseries. Alors, son chant, pendant ce temps-là, met le feu à tous les cœurs partout en France. En quelques semaines, il devient l'hymne national. Mais Rouget de Lille, lui, ne produira jamais plus rien de notable. Après les trois journées les trois glorieuses et journées de juillet 1830, là, il semble sensible soudain à la question ouvrière. Donc, qu'est-ce qu'il écrit? Il essaie d'écrire un hymne des industriels. Bon, écoutez, non, ça, franchement, ça n'a pas fait fleuresse. La mayonnaise ne prend plus, c'est foutu. Et le malheureux Rouget de Lille, oublié de tous, il s'éteint le 27 juillet 1836. Lors de ses obsèques, il se trouva tout de même un certain nombre de notables qui se souvinrent de lui, de qui il était, et l'on dit que près de la tombe, parce qu'on est en 1836 où la Marseillaise n'a plus la cote, un petit groupe d'ouvriers qui se trouvait là marmonna faiblement la Marseillaise. Et ouais, c'est ça. Si transit Gloria Mundi, voilà, parfait, mais magnifique. Stéphane se redresse. Ah oui, il faut se lever. Tout de suite, main sur le cœur. Vous voyez, je trouve ça très beau. Moi, voilà, cet homme qui a touché au sublime pour ce qu'il a fait de... Oui, c'est ça. Voilà. Vous restez avec nous, Clémentine, qu'un sang impur abreuve vos neurones, c'est le quiz. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.